Bienvenue au podcast de l'École de la Sagesse. Chaque jour, des millions de décisions sont prises à travers le monde. Certaines bâtissent, d'autres détruisent. Mais derrière chaque décision, il y a toujours une façon de penser. À l'École de la Sagesse, nous explorons les principes, les idées et les vérités qui façonnent notre manière de penser afin de transformer notre manière de vivre, de diriger et d'influencer le monde. L'École de la Sagesse. Comprendre, appliquer, transformer. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'École de la Sagesse. Si vous découvrez la chaîne aujourd'hui et que vous appréciez les réflexions qui nous aident à mieux penser, à mieux discerner et mieux agir, vous pouvez vous abonner pour suivre les prochaines masterclass. Entrons maintenant dans notre question. Il existe une phrase que nous prononçons assez facilement lorsqu'il s'agit d'une autre personne. Il s'est trompé. Mais lorsque l'erreur est la nôtre, quelque chose change. Nous expliquons, nous nous justifions, nous rappelons les erreurs des autres. Nous cherchons les circonstances qui pourraient nous disculper. Et parfois, nous faisons tout cela avant même de nous poser une question beaucoup plus simple. Et si cette fois, c'est moi qui avais tort? Pourquoi cette question est-elle si difficile à accepter? Une personne peut être intelligente, instruite, expérimentée et parfaitement sincère, tout en défendant une mauvaise position. Ce qui nous intéresse aujourd'hui n'est donc pas simplement l'erreur, c'est notre réaction lorsque la réalité commence à nous montrer que nous nous sommes peut-être trompés. L'erreur n'est pas le plus grand danger. Commençons par une évidence que nous oublions parfois. Nous pouvons tous nous tromper. Un étudiant peut mal comprendre une notion. Un entrepreneur peut mal évaluer son marché. Un parent peut interpréter trop rapidement le comportement de son enfant. Un professionnel peut prendre une mauvaise décision. Dans une conversation, nous pouvons aussi attribuer à quelqu'un une intention qu'il n'avait pas. Tout cela est humain. Alors, où se trouve le véritable danger? Prenons une situation très ordinaire. Votre conjoint vous dit: depuis quelque temps, j'ai l'impression que tu ne m'écoutes plus vraiment. Vous pourriez répondre: ce n'est pas vrai. Puis ajouter: et toi, tu fais exactement la même chose. Peut-être avez-vous effectivement des reproches à lui faire. Mais remarquez ce qui vient de se produire. Vous n'avez pas encore examiné son observation. Vous avez immédiatement déplacé la conversation vers ses propres défauts. Pourquoi? Parce qu'il est parfois plus facile de contrecarrer que d'examiner la possibilité d'avoir mal agi. Se tromper est donc rarement le problème le plus grave. Le problème commence lorsque nous préférons défendre notre erreur plutôt que de l'examiner. Quand une opinion devient une partie de notre identité, c'est quand? C'est quand une opinion devient une partie de notre identité. Cette difficulté devient encore plus forte lorsque notre opinion est liée à l'image que nous avons de nous-mêmes. Imaginez un père convaincu d'être particulièrement attentif à ses enfants. Un jour,
son fils ou sa fille lui dit, papa, quand je te parle, tu regardes souvent ton téléphone. J'ai l'impression que tu ne m'écoutes pas. Il pourrait simplement vérifier son comportement. Mais il peut aussi répondre, comment peux-tu dire que je ne t'écoute pas? Je fais tellement de choses pour toi. Ça, c'est la réponse du père. Sa réaction est compréhensible, mais regardons ce qui se joue réellement. La fille parle d'un comportement. Le père entend peut-être une attaque contre son identité. Il ne défend donc plus seulement une action, il défend l'image qu'il a de lui-même. La même chose peut arriver au travail. Votre supérieur, votre superviseur vous montre une erreur dans un rapport. Vous répondez immédiatement, oui, mais les informations m'ont été transmises en retard. C'est peut-être exact. Mais la première question devrait être, l'erreur existe-t-elle dans mon rapport? L'erreur existe-t-elle dans mon rapport? Une explication peut être vraie sans annuler notre responsabilité. C'est une distinction importante. Reconnaître une erreur ne signifie pas reconnaître toutes les accusations, reconnaître une erreur ne signifie pas reconnaître toutes les accusations qui nous sont adressées. Cela signifie être capable d'examiner honnêtement la part qui nous appartient. J'espère que vous me comprenez. Une autre question. Vouloir avoir raison et vouloir comprendre ne sont pas la même chose. Vouloir avoir raison et vouloir comprendre ne sont pas la même chose. Est-ce que vous me suivez? Imaginez une discussion entre deux amis. Votre ami vous dit, je pense que tu as mal compris ce qui s'est passé hier. Vous avez deux possibilités. Vous pouvez répondre, qu'est-ce qui te fait penser cela? Ou vous pouvez immédiatement chercher une réponse. Non, ce n'est pas ça. Je vais t'expliquer. La première réaction laisse une place à l'examen. Mais la seconde commence déjà à construire une défense. La différence paraît subtile, mais elle révèle quelque chose de profond. Cherchons-nous la vérité ou cherchons-nous des arguments pour protéger notre position? C'est parfois notre comportement, notre réaction. Lorsque nous voulons comprendre une information qui nous contredit peut-être utile, lorsque nous voulons absolument avoir raison, cette même information devient une menace. Et c'est là qu'une discussion peut changer de nature. Nous ne cherchons plus à savoir ce qui s'est réellement passé. Nous cherchons à gagner. Poursuivons cette réflexion par une question. Pourquoi nous remarquons plus facilement ce qui confirme nos croyances? Pourquoi nous remarquons plus facilement ce qui confirme nos croyances? La psychologie parle notamment de biais de confirmation pour désigner notre tendance à accorder davantage d'attention
aux informations qui vont dans le sens de ce que nous croyons déjà. Tandis que les informations contradictoires peuvent être moins prises en considération. Voyons comment cela peut apparaître dans une situation très simple. Vous pensez qu'un collègue ne vous apprécie pas. Un matin, vous lui dites bonjour et il ne répond pas. Vous pensez et vous dites, oui, je savais bien qu'il avait quelque chose contre moi. Et le lendemain, il vous adresse un sourire et vous demande comment vous allez. Cette fois, vous pouvez penser, il fait simplement semblant. Remarquez le mécanisme. Le comportement qui confirme votre opinion devient une preuve. Celui qui la contredit devient une exception. Votre conviction devient ainsi très difficile à remettre en question. Attention, cela ne signifie pas que votre première impression est nécessairement fausse. Le problème est ailleurs. Si nous avons décidé à l'avance que tout confirme notre opinion, plus aucune information ne peut réellement nous faire réfléchir. La prochaine fois qu'une information vous donne immédiatement raison, essayez donc de faire quelque chose d'inhabituel. Cherchez ce qui pourrait vous contredire, non pas vous avoir tort. Mais pour vérifier si votre conclusion résiste réellement à l'examen, cherchez ce qui pourrait vous contredire, non pas pour avoir tort, mais pour vérifier si votre conclusion résiste réellement à l'examen. Chers amis, quand ce que nous avons déjà investi nous empêche de changer, nous allons examiner cela. Quand ce que nous avons déjà investi nous empêche de changer. Il existe une autre raison pour laquelle nous avons du mal à reconnaître qu'une décision était mauvaise. Nous avons parfois trop investi pour accepter de faire demi-tour. Imaginez une personne qui ouvre une petite entreprise, une boutique. Elle utilise ses économies, elle achète du matériel, elle loue un local, elle consacre 2 années à son activité, mais les résultats restent mauvais. Ses proches lui disent, peut-être faudrait-il revoir le modèle ou changer de stratégie. Elle répond, après tout ce que j'ai investi, je ne peux pas arrêter maintenant. Cette phrase, cette réponse paraît logique. Pourtant, posons une autre question. Si je découvrais cette situation aujourd'hui, sans avoir investi auparavant, est-ce que je choisirais encore cette direction? Voilà une question beaucoup plus difficile. L'argent déjà dépensé ne reviendra pas simplement parce que nous continuons. Les 2 années déjà consacrées ne seront pas récupérées parce que nous refusons de changer. Cela ne signifie pas qu'il faut abandonner dès qu'une difficulté apparaît. La persévérance est une qualité lorsqu'elle sert une stratégie qui reste raisonnable. Mais continuer uniquement pour ne pas admettre que notre décision initiale était mauvaise peut transformer une perte passée en perte
futur. Jusqu'à présent, je crois que vous êtes encore là avec moi. Est-ce qu'on peut continuer? OK. Reconnaître une erreur ne signifie pas que nous sommes incapables. Reconnaître une erreur ne signifie pas que nous sommes incapables. Il existe une confusion qui nous fait beaucoup de mal. Si j'ai tort, cela signifie que je suis mauvais. Si j'ai tort, cela signifie que je suis faible, je suis incapable. Non. Vous pouvez prendre une mauvaise décision sans être une mauvaise personne. Vous pouvez mal comprendre une situation sans être dépourvu d'intelligence. Vous pouvez échouer dans un domaine sans être incapable dans tous les autres. Imaginez un étudiant qui obtient une mauvaise note. Il peut dire « je suis nul », mais cette phrase ne lui apprend presque rien. Une autre possibilité serait « je pensais maîtriser cette matière. Ma copie montre que ce n'est pas le cas. Où est précisément mon erreur ?» Cette deuxième réaction ouvre une porte. Elle permet de corriger. Cette deuxième réaction permet de progresser, permet de changer. L'erreur peut atteindre notre ego sans avoir détruit notre estime de nous-mêmes. Oui, mesdames, messieurs, l'humilité ne signifie pas que nous devons croire tout le monde. C'est pas ça l'humilité. L'humilité ne signifie pas que nous devons croire tout le monde. Il faut cependant éviter l'excès inverse. Reconnaître que nous pouvons nous tromper ne signifie pas accepter automatiquement ce que les autres nous disent. Votre conjoint peut mal interpréter votre comportement. Votre collègue peut se tromper sur votre travail. Votre ami peut avoir une perception incomplète d'une situation. Vous pouvez donc écouter et conclure. Je comprends ton point de vue, mais je ne suis pas convaincu. Voici pourquoi, etc. Et c'est parfaitement légitime. L'humilité intellectuelle ne consiste pas à abandonner son jugement. Elle consiste à laisser son jugement être examiné. Il y a une grande différence entre je ne peux pas avoir tort et je peux avoir raison, mais je reste disposé à vérifier. La deuxième attitude demande davantage de maturité. Nous poursuivons. Une réflexion ancienne sur nos limites. Une réflexion ancienne sur nos limites. Cette question n'est pas née avec les réseaux sociaux ou la psychologie moderne. Dans l'apologie de Platon, le récit du procès de Socrate aborde notamment la différence entre posséder réellement un savoir et croire que l'on sait. On rencontre souvent aujourd'hui la formule « je sais que je ne sais rien ». Mais il faut être prudent. Il ne serait pas rigoureux de présenter cette phrase populaire comme une citation littérale de Socrate sans préciser son contexte et sa transmission. Ce qui nous intéresse ici est plutôt la réflexion développée dans le texte sur les limites du savoir humain. Elle nous conduit à une question très actuelle. Comment pouvons-nous apprendre quelque chose de nouveau si nous sommes déjà certains de tout savoir? Oui, comment pouvons-nous apprendre quelque chose de nouveau si nous sommes déjà certains
de tout savoir. Reconnaître une limite n'est pas une humiliation. C'est parfois la condition qui permet d'apprendre. Alors, pour tester votre propre position, nous avons 5 questions à vous poser dans cette masterclass. Parce que nous arrivons au cœur pratique de cette masterclass. Et ces 5 questions ne servent pas à nous faire abandonner nos convictions. Elles servent à vérifier comment nous sommes arrivés à ces convictions et si nous sommes encore capables de les examiner. Première question. Qu'est-ce que je sais réellement? Qu'est-ce que je sais réellement? Cette question nous oblige à séparer les faits de nos interprétations. Prenons une situation que beaucoup de personnes connaissent. Vous envoyez un message à quelqu'un, la personne le lit, elle ne répond pas. Voilà le fait. Mais votre esprit peut immédiatement ajouter, elle est fâchée contre moi, ou elle veut m'éviter, ou encore elle ne me respecte pas. Mais savez-vous réellement cela? Non, non. Vous avez observé une absence de réponse. Le reste est une interprétation. Si vous agissez immédiatement sur cette interprétation, vous pouvez provoquer un conflit qui n'avait peut-être aucune raison d'exister. Alors, lorsque vous êtes convaincu de comprendre une situation, faites cette séparation. Qu'est-ce que j'ai réellement observé et qu'est-ce que mon esprit a ajouté? Cette question peut éviter beaucoup de jugements précipités. Deuxième question. Qu'est-ce que j'interprète? Qu'est-ce que j'interprète? Le fait d'avoir identifié les faits ne suffit pas. Nous devons également examiner le sens que nous leur donnons. Imaginez une mère qui demande à son fils, « Pourquoi n'as-tu pas rangé ta chambre ?» Le garçon répond, « Bon, j'allais le faire. » La mère peut entendre, « Il me manque de respect. Il me manque de respect. » Mais le garçon peut simplement vouloir dire, « J'avais prévu de le faire après avoir terminé ce que je faisais. » Qui a raison? Nous ne pouvons pas le savoir uniquement à partir de ces 2 phrases. Il manque le contexte. Il manque le ton. Il manque l'intention. Voilà pourquoi il faut être prudent lorsqu'on transforme une observation en certitude. Un comportement peut être visible. Une intention ne l'est pas toujours. Avant d'accuser quelqu'un de mauvaises intentions, demandez-vous, est-ce que je connais réellement son intention ou est-ce que je suis en train de la lui attribuer? Troisième question qu'il faut se poser. Qu'est-ce qui pourrait me convaincre que j'ai tort? Qu'est-ce qui pourrait me convaincre que j'ai tort? Cette question est particulièrement puissante. Imaginez un commerçant persuadé qu'un produit qu'il vend est exactement ce que ses clients recherchent. Et puis les ventes diminuent. Il dit en ces temporaires, le mois suivant, elles diminuent encore. Il répond, les clients ne connaissent pas encore suffisamment le produit. Puis, un concurrent arrive avec un produit similaire qui se vend beaucoup mieux. Il dit, il faut simplement attendre. Encore une fois, ces explications peuvent être possibles. Mais si aucun résultat, aucune donnée et aucun événement ne pourrait jamais l'amener à revoir son jugement, il ne teste plus vraiment son idée. Il la protège.
C'est pourquoi nous devons parfois nous demander quel élément pourrait réellement me faire changer d'avis. Si nous ne trouvons absolument aucune réponse, il y a peut-être quelque chose à examiner dans notre manière de penser. Quatrième question. Est-ce que je cherche la vérité ou est-ce que je défends ma position? Est-ce que je cherche la vérité ou est-ce que je défends ma position? Cette question prend tout son sens dans les conflits. Votre frère vous reproche une attitude, votre collègue vous signale une erreur, votre conjoint vous dit quelque chose qui vous déplaît, votre réaction immédiate consiste peut-être à chercher une réponse. Mais pendant que vous préparez votre défense, écoutez-vous encore réellement. Essayez une autre démarche avant de répondre. Qu'y a-t-il dans ce qu'il vient de me dire que je devrais au moins examiner? Cela ne signifie pas accepter l'accusation. Cela signifie donner à l'information une chance d'être examinée avant de la rejeter. Parfois, nous découvrons que l'autre personne avait tort, mais parfois, nous découvrons aussi qu'elle avait raison sur une partie du problème. Et cette petite partie peut être précisément celle que nous avions besoin de voir. Allons pour la cinquième question. Si je devais prendre cette décision, aujourd'hui, que ferais-je? Si je devais prendre cette décision aujourd'hui, que ferais-je? Cette question est particulièrement utile lorsque le passé pèse lourd dans nos choix. Imaginez quelqu'un qui reste dans une activité professionnelle qui ne lui convient plus. Il dit, j'y suis depuis 8 ans, je ne peux pas partir maintenant. Mais les 8 années passées, doivent-elles décider des 8 prochaines années? Pas nécessairement. Il faut regarder la situation telle qu'elle existe aujourd'hui. Qu'ai-je appris? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne plus? Quelles sont mes possibilités? Et surtout, si je découvrais cette situation aujourd'hui avec toutes les informations que je possède maintenant, est-ce que je ferais le même choix? Cette question nous aide à distinguer deux choses. Persévérer dans une décision qui reste raisonnable et continuer uniquement parce que nous avons peur de reconnaître que nous nous étions trompés. Très important. Une erreur analysée peut devenir une leçon. Une erreur analysée peut devenir une leçon. Imaginons un étudiant qui échoue à un examen. S'il se contente de dire le professeur ne m'aime pas, la direction a des problèmes contre moi, il risque de répondre la même erreur. Mais s'il reprend sa copie et découvre, je connaissais les notions, mais je ne savais pas les appliquer. Alors, son échec lui donne une information précise. Il sait désormais ce qu'il doit travailler. Il sait désormais ce qu'il doit étudier. Le même principe existe dans les affaires. Après une mauvaise décision, un entrepreneur peut chercher un responsable extérieur où il peut examiner ce qu'il avait prévu, ce qu'il n'avait pas anticipé, les informations qu'il avait négligées, la décision qui aurait pu être différente. De même, aussi dans le couple, une dispute peut devenir une source d'apprentissage. Une personne peut simplement dire « c'est toujours l'autre qui commence » ou elle peut demander « quelle est ma part dans ce qui vient de se passer ».
La deuxième question est plus difficile, mais elle permet d'apprendre quelque chose. Une erreur que nous analysons peut devenir une leçon. Une erreur que nous refusons d'examiner risque de se répéter. Je vais vous lancer un défi pour cette semaine. Cette semaine, choisissez une conviction importante. Pas une petite opinion sans conséquence. Une conviction que vous défendez réellement. Écrivez-la. Puis, prenez quelques minutes pour répondre honnêtement à 4 questions. Qu'est-ce que je sais réellement? Qu'est-ce que j'interprète? Quelles informations contredisent ma position? Qu'est-ce qui pourrait réellement me convaincre que j'ai tort? C'est 4 questions qu'il faut répondre cette semaine. Ne faites pas cet exercice pour vous humilier. Faites-le pour tester la solidité de votre raisonnement. Et si vous découvrez une erreur, ne vous contentez pas de dire « j'avais tort ». Ajoutez une deuxième question. Qu'est-ce que cette erreur peut m'apprendre? C'est là que l'erreur commence à prendre une autre valeur. Mesdames et messieurs, reconnaître que nous avons tort n'est pas facile. Parce que nous ne défendons pas toujours une simple opinion. Parfois, nous défendons notre réputation, notre intelligence, notre compétence, notre image de nous-mêmes. Parfois même, nous défendons des années de décisions et d'investissements. Mais il faut distinguer une chose. Avoir tort sur une question ne signifie pas être une personne incapable. Une personne intelligente peut se tromper. Une personne expérimentée peut se tromper. Une personne de bonne foi, une personne sincère peut se tromper. La véritable question est donc moins. Est-ce que je me trompe? Que fais-je lorsque je découvre que je me suis trompé? Est-ce que je cherche une justification? Est-ce que je rejette immédiatement celui qui me contredit? Est-ce que je sélectionne uniquement les informations qui me confortent? Ou est-ce que j'accepte de regarder la réalité avec suffisamment d'honnêteté pour corriger mon jugement? Retenez cette idée. La sagesse ne consiste pas à avoir toujours raison. Elle consiste à tester, à rester capable de reconnaître quand la réalité nous oblige à revoir notre jugement. Et maintenant, une question pour vous. Quelle est une erreur que vous avez eu beaucoup de mal à reconnaître, mais qui vous a finalement appris quelque chose? Vous pouvez partager votre réflexion dans les commentaires. Si cette masterclass vous a été utile, vous pouvez lui laisser un j'aime, la partager avec quelqu'un qui pourrait en tirer profit et vous abonner à l'école de la sagesse pour suivre les prochaines. Ici, nous ne cherchons pas simplement à accumuler des connaissances, nous cherchons à mieux penser, mieux discerner et mieux agir. À bientôt dans l'école de la sagesse.